Alors moi, en tout cas, quand j'ai lu on a choisi ce thème-là ensemble et quand j'ai commencé à y réfléchir, je me suis dit que l'année 2020, finalement, ça a été l'année des prises de conscience. La prise de conscience pour certains de l'urgence médiatique, prise de conscience, pas médiatique, pardon, climatique, prise de conscience des bienfaits du télétravail pour beaucoup, prise de conscience aussi de ses limites, mais prise de conscience aussi de l'importance essentielle des liens et de la connexion aux autres. Ça a été également une prise de conscience pour beaucoup et même une claque sur le fait qu'on n'arrivait plus à être ici et maintenant, à vivre sans se projeter et toujours penser à demain et après-demain au lieu de penser à aujourd'hui. Ça a été aussi la prise de conscience de l'importance de chacun dans la lutte contre la pandémie, où finalement chaque comportement compte, où nous avons finalement été des petits colibris à respecter scrupuleusement les mesures qui nous ont été demandées pour freiner la propagation et éviter parfois que d'autres personnes plus fragiles soient touchées. Finalement, 2020, ça a été un peu un temps de jachère et il est temps de ressemer les graines. Les graines sont finalement toutes les petites actions, toutes les petites contributions, tous les petits pas que nous pouvons faire au quotidien pour avoir un impact positif. Car quelle que soit la situation, qu'on soit en mission, en poste ou non, quel que soit son niveau de responsabilité, quel que soit son métier aussi finalement, nous pouvons toujours identifier dans notre périmètre des actions, des façons d'agir avec notre propre moyen pour planter des choses. Alors, toutes ces graines ne donneront pas forcément des plantes à coup sûr. Je pense que les jardiniers le savent plus que d'autres. C'est d'ailleurs pas toujours facile à accepter, mais à un moment donné, ça ne pourra que rendre le jardin plus fleuri. Semer des graines, c'est aussi accepter la notion du temps, que tout ne peut pas arriver tout de suite, qu'il faut aussi parfois prendre le temps de faire grandir, prendre le temps d'arroser, de laisser les différents éléments grandir à leur rythme. C'est aussi accepter de faire des choses qui vous prennent de l'énergie aujourd'hui et qui vous donneront rien dans le court terme, et c'est OK, mais qui pourront produire des choses incroyables dans le moyen ou dans le long terme. Enfin, pour moi, faire pousser un monde plus beau, ça pose la question de ce qu'est un monde plus beau. Alors, il n'y a sûrement pas de bonne réponse à cette question. Quand j'ai demandé à Muriel ce qu'était un monde plus beau pour elle, elle m'a dit qu'en fait, je pense qu'il y avait 75 ou 80 réponses différentes aujourd'hui à cette question. Et il y a sûrement un tronc commun à tout ça. Il y a sûrement quelque chose autour de l'utilité, du sens, du bonheur, de la valeur qu'on apporte au monde. Il y a sûrement quelque chose autour de l'intérêt général qui est au-dessus de l'intérêt personnel. Alors voilà ma compréhension de ce sujet, et encore c'est vraiment qu'une introduction. J'espère en tout cas que ce thème vous a inspiré et que cette séance contribuera à trouver toutes les petites graines que vous pourrez semer en 2021 et bien sûr les années d'après. Alors justement, un point sur l'ordre du jour d'aujourd'hui, de ce matin ensemble. Donc vous voyez la petite slide. Donc on a la chance d'accueillir ce matin d'abord Alexandre Leschamps, qui est journaliste à BFM Business, mais pas que, et qui va se prêter au jeu d'inverser les rôles et d'être pour une fois l'interviewé, qui va nous partager ce qu'il a observé sur le marché de l'emploi ces derniers mois. Ensuite, on va écouter Rodolphe Delacroix, qui est directeur de l'expertise rémunération chez Alexio, qui nous parlera des façons de rémunérer de façon juste et motivante les collaborateurs en 2019, malgré les restrictions budgétaires, parce que vous savez tous, l'argent ne coule plus à flot dans les entreprises, et donc il faut trouver d'autres façons de rémunérer les collaborateurs. Nous aurons ensuite un moment de networking qu'on fait comme à chaque fois, en petits groupes, donc à 4 ou 5. Et enfin, à 9h20, on aura Gilles Mollard du coup et Philippe Vivien. Donc Gilles Mollard qui est le PDG de Truffaut et Philippe Vivien qui est le vice-président d'Alexio, que nous interrogerons de façon un petit peu différente via des petites joutes oratoires. Donc ne vous inquiétez pas, Gilles et Philippe, ça va bien se passer. J'espère que ça va vous amuser en tout cas. Et puis nous, on est vraiment ravis de vous avoir ce matin. Voilà pour l'ordre du jour. Il est 8h40. Je vous propose de passer au regard d'Alexandre Leschamps. Alors Alexandre, vous êtes avec nous ce matin. Je ne sais pas si Amélie, tu peux mettre en évidence Alexandre pour que tout le monde le voie. Oh, que c'est gentil. Oh, que c'est gentil. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Léopoldine, bonjour Muriel, bonjour à tous les téléspectateurs qu'on me donne jargon. Alors Gilles Mollard, je suis content, je vous vois à l'image. Alors je suis étonné, je pensais Gilles Mollard vous voir dans un jardin. Vous qui êtes le président de Truffaut. J'étais hier au siège, mais on respecte aussi les demandes gouvernementales d'avoir un peu plus de télétravail. Et c'est ce qui... Je suis sûr que si on fait un zoom arrière, vous avez un pot de fleurs sur votre bureau, c'est pas possible. Oui, il y a des fleurs derrière. Je suis ravi de participer en tout cas. Alors comme je disais à Muriel, c'est l'arroseur arrosé parce qu'en général, c'est moi qui pose les questions. Allez, d'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup Alexandre d'être avec nous ce matin. Donc Alexandre, vous êtes journaliste, oui. Vous êtes directeur de la rédaction du site mediarh.com, oui. Qui va fêter d'ailleurs ses 20 ans en mars prochain. Tout à fait, le 12 mars.
le 12 mars prochain. Vous êtes expert RH dans les médias audiovisuels et en particulier chez ou au sein de BFM Business. Je ne sais pas comment on dit. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, Alexandre, vous qui voyez… Je suis une sorte, comment dire, de jargon de monsieur emploi sur cette chaîne. Enfin, l'emploi, c'est ce que je fais depuis, juste au mot, ce que je fais depuis des années, puisque j'ai un peu, entre guillemets, inventé l'interview emploi, puisque je l'ai fait pendant 12 ans sur France Info auparavant. Voilà, j'étais à Europe 1 avant. Comme vous voyez mes cheveux blancs, ça fait un petit moment que j'use mes culottes au micro de différents médias. Là, je suis à votre disposition. Oui, alors Alexandre, justement, quel changement, est-ce que ça nous intéresse d'avoir votre regard aujourd'hui, quel changement vous avez observé ces derniers mois sur le marché de l'emploi? Alors d'abord, je vous le dis, je ne suis pas un expert RH, je ne suis qu'un journaliste. Mon rôle à moi, ce n'est que de poser des questions, je n'ai pas les réponses. Donc je suis un observateur, effectivement, j'espère que mon avis va vous intéresser. En tout cas, ce que je peux noter, ce que j'observe, c'est que la communication RH, comment dire, s'est déplacée des grandes entreprises vers les PME, TPE et en particulier vers les startups. Ce qui donne l'impression, si on veut parler de tendance, que ce sont principalement les startups. C'est ce que je ressens et ce que je vois, moi, ce que je vis tous les jours en faisant tous les jours des interviews RH pour BFM Business et pour le site Média RH, bien sûr. Et cette impression, elle se confirme sur les types de profils. Vous avez remarqué, c'est une, comment dire, c'est une sorte de déferlante. J'appellerais ça une déferlante de recherche axée sur le digital. Tout le monde en veut, tout le monde veut du digital, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle le marché est très tendu vers les postes de profil d'ingénieurs qui sont extrêmement sollicités et qui bien sûr on se bat pour en avoir et les places sont chères. Et alors Alexandre, tout le monde parle de gel de recrutement. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Je ne parlerai pas du tout de gel du recrutement, c'est faux. J'ai vécu, et vous l'avez, et Muriel le sait, et vous tous qui êtes des professionnels, j'ai vécu avec Média RH, ce site dont vous avez parlé, qui va fêter ses 20 ans, les différentes crises depuis 20 ans. Vous imaginez notamment 2008, 2000, l'arrivée de l'Internet, et 2008, il n'y a pas un gel de recrutement. Les besoins en termes de recrutement, le recrutement, l'emploi, c'est la vie. C'est ce que je me tue à dire aux différentes directions que je rencontre des différents médias. Pour moi, c'est aussi important que la météo. L'offre d'emploi au quotidien, c'est aussi important que la météo et c'est mon leitmotiv. Alors, il n'y a pas de gel de recrutement, mais soyons honnêtes, il y a un fort attentisme, en tout cas côté journaliste. On ne se précipite plus véritablement, ou en tout cas, on n'engage plus véritablement. On a l'impression qu'on a fermé un peu le robinet. Du coup, les managers, je pense que les managers de transition sont bien placés, car on est aujourd'hui dans l'urgence. On va au plus pressé. On a un besoin, on le fait vite savoir. Et là, je pense que c'est une bonne chance pour les managers de transition. Voilà la première étape. Ok. Et au-delà des métiers recherchés, est-ce qu'il y a aussi un changement dans la sélection des profils? Alors, je vous le disais, donc il y a beaucoup de demandes de digital. Ce que j'ai noté aussi, c'est un changement dans la valorisation de l'entreprise. Dans mes interviews, toutes les entreprises de DRH, de dirigeants que je fais, ce qu'ils souhaitent, c'est bien sûr attirer des candidats, mais le langage a changé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne parle plus de talent. Il y a encore quelques mois, on disait je recherche des talents, on recherche des talents. C'est plus tellement le cas. On affiche, deuxième point, on n'affiche plus, comment dire, la nécessité d'un diplôme. Un peu à l'américaine, vous savez, les recruteurs américains disent, quand ils voient un candidat, vous savez, votre diplôme, et c'est ce qui fait la différence entre le monde anglo-saxon et le nôtre, on part du principe que vous avez la compétence, ça d'accord. Si vous êtes là face à moi, dirait un recruteur, bah, c'est que vous avez les fourches codines de ce que l'on attend pour le poste. Je m'en fous de ce que vous avez fait auparavant. Ce qui compte, c'est ce que vous allez faire pour moi, pour nous, demain. Je pense que ça, on est sur cette vague. Et le langage a changé, donc on ne cherche plus de diplôme. Les recruteurs insistent aujourd'hui, ceux que je rencontre, tous, sur ce qu'on appelle les soft skills aujourd'hui. On recherche un comportement, tous le disent, plus que, comment dire, plus qu'un poste à pourvoir, finalement. Ça vous va? Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est extrêmement clair. Merci beaucoup, Alexandre. Peut-être une autre question, puisque vous parlez de start-up. Qu'est-ce qu'on peut apprendre des start-up sur leur façon de recruter?
Alors, ce que je peux me permettre de vous dire là aussi, c'est que le monde bouge, évidemment. On parle tous, on entend tous, les médias sont forts pour faire des gros titres. Le monde d'avant, le monde d'après. Je ne sais pas comment sera le monde d'après, mais c'est le monde dans lequel on vit finalement aujourd'hui. Alors on parle de cela, mais je n'ai pas de conseils à donner, mais je pense que la richesse de demain est dans les startups d'aujourd'hui. Ce qui me choque, par exemple, c'est dans les interviews, toutes ces jeunes startups, je fais une petite parenthèse, toutes ces jeunes startups, il suffit d'écouter les émissions, il suffit d'écouter les interviews pour s'en rendre compte, elles ne veulent pas, ça vous paraît bizarre comme anecdote, mais je me bats en permanence pour demander aux dirigeants que je rencontre, je ne parle pas des grandes entreprises, ces startups, de me donner leur chiffre d'affaires. Et la plupart refusent, catégoriquement, avec le sourire. Et les réponses, c'est vous savez, on a nos concurrents qui nous écoutent. Ça a toujours existé, les concurrents qui écoutent. C'est comme si vous, qui êtes manager, M. Mollard, vous dites, je vous demande votre chiffre d'affaires de Truffaut, vous me dites, je ne vous le dis pas parce que j'ai des concurrents. Ce qui est complètement ridicule pour moi qui suis du monde d'avant, qui espère être encore là dans le monde d'après. Pour moi, le chiffre d'affaires, c'est un repère. Vous allez comprendre pourquoi je vous en parle. Alors, elle cache, souvent, vous parlez des startups, elle cache le chiffre d'affaires parce que c'est une façon de mettre la poussière sous le tapis, si vous me permettez cette vieille expression. Comme on dit en clair, elles ne veulent pas dévoiler leur chiffre d'affaires parce que bien souvent, elles n'en ont pas, véritablement, ou ce n'est pas notoire. Mais, et c'est là que c'est intéressant, parce que quand je gratte et je dis c'est off the record, quand je prépare mon interview, je leur dis c'est off the record, vous êtes quoi, 200 000, 800 000, 1 million. Et des fois, je suis surpris, en toute discrétion, et je dis, je vous promets, vous savez, je sais ce que c'est le off the record, n'ayez aucune crainte. J'entends des chiffres d'affaires étonnants. Donc, il y en a beaucoup qui finalement ne veulent pas dévoiler leur chiffre d'affaires parce qu'elles cartonnent. Et elles ont peur que ça leur fasse de l'ombre, qu'il y ait des jaloux. Et tout ça pour dire quoi? C'est que je pense véritablement, et je pense au manager de transition, je n'oublie pas Muriel Bolto, et je pense que véritablement, ne loupez pas des opportunités qui peuvent se présenter. Bon, on parle beaucoup de Jeff Bezos en ce moment, qui est aujourd'hui l'homme le plus riche du monde, mais au départ, il a fait ça, ou comme d'autres qui ont fait ça dans leur garage. Les startups, ce sont les grandes entreprises de demain. Beaucoup, en tout cas, on peut espérer et penser que ce sont les entreprises de demain. Donc, je pense qu'il faut avoir ce pif, se dire c'est un challenge, il y a quelque chose à faire, je peux leur apporter ma compétence. Je pense pour ceux qui peuvent être amenés à répondre positivement. Bon, c'est sûr que ce n'est pas le grand groupe dans lequel je pouvais espérer entrer, mais là, je sens qu'il y a quelque chose à faire là, et que je peux apporter, et que je peux participer, et que je peux m'éclater. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas balayer. Voilà, je voulais insister là-dessus, parce que, encore une fois, il y a de belles pépites, comme on dit aujourd'hui, et il y a peut-être de belles opportunités. Bon, écoutez, merci beaucoup, Alexandre. J'ai été long, j'ai été long, comme on dit dans notre genre. Pas du tout long, et merci beaucoup pour votre regard qui peut-être aussi nous apporte un regard différent de ce qu'on voit nous dans notre quotidien. Donc, merci beaucoup, Alexandre. Est-ce qu'on a une question de l'Assemblée? Avec plaisir. Je suis en train de regarder. Je pense que Gilles Mollard va me dire pourquoi n'avez-vous pas un micro devant vous avec une caméra. Léopoldine, quand tu regardes. Des fleurs sur son bureau, vous pouvez aussi me dire. Non, mais elles sont à portée de main. Ah, vous voyez, bravo. elles sont juste à côté. Ça, c'est un écosystème. Attendez, ne bougez pas. Attendez. Je suis chez moi, dans mon bureau. Alexandre est un homme libre. Voilà, en dehors du studio. Ah, voilà. Oui. Merci, Alexandre. Oui, BFM Business. Voilà. J'ai la bonnette d'un micro. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre. Peut-être déjà. Avec plaisir. Peut-être déjà le temps, peut-être que l'Assemblée trouve une question, en tout cas si on y a quelqu'un qui a une question à poser. Merci en tout cas pour votre regard. À notre tour, est-ce qu'on peut vous apporter d'une certaine façon notre soutien? Comment est-ce qu'on peut vous aider? C'est très gentil. Écoutez, je ne vais pas faire long.
vous l'avez compris, je suis passionné, j'aime innover et j'avoue que jusqu'à présent, dans ma jeune carrière, j'ai fait en sorte d'aller vers des chemins. Justement, vous voyez, je parlais des startups, etc. Imaginez, quand j'ai démarré l'emploi, c'était à France Info, il y a longtemps, puisque BFM, ça fait 20 ans, ça va faire 20 ans. Aller vers des chemins sur lesquels personne ne veut aller. Ben, je ne regrette pas de l'avoir fait. Donc, si vous pouvez nous aider, on a donc créé Média RH, je vous disais, je le répète, qui va fêter ses 20 ans et on en est très fiers. On est une toute petite équipe. Comment on fonctionne? Nous fonctionnons, souvent on nous dit, vous faites du service public tout en étant une petite équipe privée. Je ne suis pas BFM. Je suis producteur, on est éditeur d'un site qui s'appelle mediarh.com, on est producteur de nos émissions sur BFM, et la confiance de BFM est là depuis 20 ans. Et si vous pouvez nous aider, ben, c'est de passer le message, de dire que nous fonctionnons avec les entreprises qui nous font confiance. Je ne suis pas là pour vous vendre Média RH, mais vous dire que comment notre business model, ben, ce sont les entreprises qui veulent utiliser nos outils pour parler de leur marque, pour valoriser leur marque employeur. Et je crois qu'on est devenu en toutes ces années une sorte de numéro 1 de la valorisation de la marque employeur. Donc, si vous voulez nous aider, ben, c'est soit on cherche des sponsors pour nos émissions sur BFM Business, c'est beaucoup d'argent. Ce n'est pas pour nous, c'est pour nous permettre d'exister sur cette chaîne privée. Et si vous souhaitez utiliser nos outils, bah, vous pouvez nous contacter. Vous allez sur contact, je ne sais plus, @mediarh.com et la petite équipe de Mediarh vous contactera et vous expliquera comment on fonctionne. Voilà. Parfait, un grand merci. On ne fonctionne qu'avec les entreprises qui pourraient nous faire confiance. Et on a des grands. Allez sur notre site, vous verrez, on a aussi bien des grands groupes que des petites entreprises. Voilà. Un grand merci. Muriel, peut-être en quelques mots, si tu veux compléter sur ton regard, soit sur ce que tu as vu sur le management transition. Excusez-moi, et après je m'arrête, parce que je suis bavard, hein, c'est ça les journalistes. Mais vous me donnez une idée. Je me dis qu'on pourrait faire une émission de télé comme ça, avec tout ça. Avec des c'est certain, Alexandre. Je fais ça. Mais ça me donne... Mais c'est une excellente idée, parce que j'allais te faire le clin d'œil avant de reprendre la main sur quelques infos sur le management de transition, pour dire qu'effectivement, je pense que les médias aujourd'hui ont un rôle à jouer dans un contexte où l'emploi est une inquiétude pour un grand nombre de jeunes et de moins jeunes, et qu'en réalité, on le vit au quotidien, les entreprises modifient très certainement les critères, tu l'as très clairement évoqué, et le média est aussi un moyen de passer les bons messages pour pouvoir trouver les bonnes personnes et pas non plus n'importe quelle personne. Donc, merci de ton aide pour ça, parce que ça nous sert. Et quelques mots, mais rapides, Léopoldine, sur le management de transition pour donner un peu les tendances du mois de janvier. Ce qu'on constate, c'est tout d'abord un frémissement qui est reparti sur l'emploi des cadres en général en décembre. Alors, je parle de frémissement, hein, on n'est pas du tout dans les niveaux, bien évidemment, d'avant Covid, mais on voit que l'APEC cadre emploi ou la DARES confirme qu'il y a eu une petite évolution de l'emploi général des cadres en décembre. Donc, on peut quand même souligner ça comme une bonne nouvelle. La deuxième chose, c'est qu'on constate très clairement depuis fin décembre et tout particulièrement depuis début janvier, qu'il y a vraiment une accélération des appels qui se multiplient sur le management de transition. C'est vrai que c'est vraiment le sujet qui permet plus que jamais de répondre aux besoins de flexibilité des entreprises. On a comme peut-être sujet qui permet de voir un peu une différence ou un écart par rapport au mois dernier. Tout d'abord, l'urgence absolue, alors ça peut vous paraître surprenant de dire ça, puisque le management de transition, déjà, on y répond en 3-4 jours. Moi, ce qui me frappe depuis le 20, 21, 22, 23 décembre, et on l'a vraiment vécu ainsi, c'est le coup de fil avec le besoin, non pas pendant 3 jours, mais pour le lendemain. Et certains d'entre vous dans la salle l'ont vécu avec moi hier et encore avant-hier. On envoie nos besoins, nos demandes. En fait, c'est très clair que votre qualité de réaction lorsqu'on vous appelle fait la différence, puisqu'on envoie les shortlists le soir même. Alors, qui sont les métiers qui sont les plus plébiscités ? On continue de surfer sur la vague des besoins en directeurs généraux, jusqu'aux directeurs d'opération, directeurs d'usine, bien sûr, directeurs de site, d'établissement d'une manière générale, donc DG, directeur opération. Ça a démarré cet été et on est encore pleinement dans ça. La deuxième fonction qui ne change pas et qui s'accélère, c'est la fonction des DRH qui clairement est à l'honneur, avec les fonctions de relations sociales, bien évidemment. Et il y a plusieurs sujets qu'on voit encore plus émerger en ce moment qu'en décembre et novembre.
Bien évidemment, un besoin d'aide absolue pour la gestion de plans qui doivent se vivre dans un rythme fort, parce que la bonne nouvelle, c'est que derrière les plans, il y a des projets d'entreprise, il y a vraiment des transformations qui sont en route, et donc il y a besoin de tenir un timing. Donc on nous demande des coordinateurs, que ce soit sur des fonctions opérationnelles ou ressources humaines. On nous demande aussi, et pour moi ça c'était un point éveillé dès cet été qui s'avère malheureusement exact, aussi de l'épuisement, de la surcharge de travail, et des entreprises qui prennent le relais en demandant de l'aide pour avoir vraiment un soutien et un soutien managérial. Donc, ce sont les petits points que j'ajouterai en complément de ce que vous connaissez tous déjà. Attention aussi positivement, bien évidemment, j'ai parlé des DG et des RH. Les autres métiers sont bien présents sur la finance, sur le commercial, sur tout ce qui est également autour de la RSE, tout au moins le Green Talent qui commence à naître sur du questionnement en tous les cas des entreprises, ce sera lié aux investissements. Donc voilà, on peut dire, Léopoldine, en synthèse, que même si ça reste encore pour l'emploi en général, CDI compris, un frémissement très léger, c'est quand même un frémissement. Et sur le management de transition, en revanche, on voit que là, le téléphone est bien en fonctionnement depuis mi-décembre, très, très fortement. Parfait, merci beaucoup Muriel. Passons maintenant à notre apprentissage minute avec Rodolphe Delacroix. Donc, le temps que Rodolphe connecte son micro, je vais vous le présenter succinctement. Donc, Rodolphe est directeur de la practice rémunération. C'est un expert des politiques de rémunération et d'actionnariat salarié chez Alixio depuis 2016. Il a conseillé de multiples entreprises en France et à l'étranger sur l'actionnariat salarié, sur la transformation des politiques de rétribution et sur la reconnaissance des talents. Du coup, Rodolphe, je te laisse activer ton micro, prendre la parole et nous expliquer ce que les entreprises peuvent faire en 2021 malgré les baisses de budget sur les rémunérations. Merci Léopoldine. Est-ce que vous m'entendez bien? Bien, écoutez, j'ai titré cette intervention 2021 l'année de tous les dangers ou de toutes les opportunités. Effectivement, la question des rémunérations s'impose sur l'agenda des DRH et des directeurs dans les entreprises, quelle que soit la taille. Pourquoi? Parce qu'on a pris conscience en ce début d'année que les budgets d'augmentation allaient être divisés par 2, que l'intéressement, la participation allait donner beaucoup moins et qu'il était très difficile d'accorder des bonus avec des objectifs qui étaient sous l'eau. Alors, j'ai voulu essayer d'éclairer cette séquence qui s'offre aux entreprises en 2021, d'abord en vous posant une question. Petite devinette. D'après vous, combien d'entreprises envisagent d'accorder des augmentations individuelles en 2021 ? 10%, 50% ou 80%? Alors, normalement, Je vous avez un laisse sondage y qui se met réfléchir devant vous. quelques minutes parce que voilà, vous avez la possibilité de participer à ce mini-sondage. Alors, c'est intéressant d'avoir votre avis là-dessus parce que nous avons fait une enquête auprès de 50 grandes entreprises pour savoir quels étaient leurs enjeux pour la politique de rémunération 2021. Alors, on s'attendait quand même à ce qu'elles nous mettent en avant des perspectives assez négatives en termes de gel de salaire, voire de baisse de salaire, etc. dans des contextes. Ça existe pour certaines entreprises de notre panel, comme Accor ou Robcar, qui sont dans des situations difficiles. Mais on a constaté finalement que les entreprises avaient pris la mesure de la crise et étaient parties vers des décisions relativement positives. Alors, pour peut-être vous donner un élément de réponse sur cette question, alors vous nous dites 10%, 22% d'entre vous, 50%, 59%, 80%, 20%. Mais vous n'êtes pas assez optimiste parce que finalement, ce qui nous a étonné dans cette enquête, c'est que 80% des entreprises envisagent d'accorder des augmentations individuelles en 2021, avec un bémol quand même, des augmentations individuelles ciblées. Autrement dit, les entreprises ont compris qu'elles devaient, pour permettre la sortie de crise, reconnaître, fidéliser et engager un certain nombre de contributeurs et de salariés très performants. Alors, c'est tout à fait différent de ce qu'on avait observé au printemps 2020 lorsqu'on avait fait cette enquête, parce qu'à l'époque, au début du confinement, ce qui nous avait surpris, c'est un retour vers des mesures qu'on ne voyait plus. Par exemple, Schneider Electric avait remis des augmentations générales pour tous. Ce n'était pas possible qu'on n'avait pas vu ça depuis des années, depuis le mouvement des années 90 vers le salaire au mérite, vers l'individualisation.
En fait, les entreprises, elles étaient un peu sonnées, elles voulaient voir venir et elles s'est dit, on va sécuriser la rémunération, on va voir ce qui se passe. On a vu ça aussi dans des secteurs industriels. On travaillait avec Garrett Motion qui avait sécurisé la rémunération des cadres et des non-cadres et des bas salaires et qui avait gelé les salaires des cadres uniquement. Donc il y avait aussi ça par rapport aux commerciaux. On attend que ça se passe, on ne veut pas pénaliser nos salariés les plus exposés. Et puis, maintenant qu'on aborde 2021, on se dit, bon, l'enjeu, c'est sortir de la crise, c'est de mobiliser les salariés les plus performants et éviter qu'ils s'en aillent. Et donc, on va faire des augmentations individuelles ciblées. Alors, ça veut dire que dans cette situation, deux questions se posent aux entreprises. Le DRH qui aborde l'année 2021 se dit, j'ai face à moi deux grands enjeux. Un, comment reconnaître les meilleurs sans démobiliser les autres? Deuxièmement, comment aider les managers à être plus sélectifs avec un budget moindre à la clé? Alors sur cette question, il est clair et ça ressort de notre enquête, les budgets d'augmentation qui étaient de l'ordre de 3%, tout compris en 2020, sont passés à 1,5%. Alors ça amène les entreprises, ça pousse les entreprises aux extrêmes. Soit elles vont dans la voie d'une certaine généralisation collective des augmentations générales, j'en parlais, c'était la première réaction, soit elles vont être ultra sélectives et donc donner beaucoup à peu d'élus qu'on veut fidéliser. Alors ça pose pas mal de questions intéressantes. D'abord, c'est un point positif, c'est la fin du saupoudrage. Le saupoudrage était une pratique très commode pour beaucoup de managers qui consistait à répartir son enveloppe entre tout le monde en donnant la même chose. Mais finalement, ça n'avait comme effet que de démobiliser ceux qui avaient été ultra performants. Et il y a un point d'attention, si c'est la fin du saupoudrage, ça veut dire que les managers vont devoir prendre des décisions et s'exposer. Et donc, il va falloir communiquer très clairement les nouvelles règles du jeu au management et les soutenir dans leurs décisions. La deuxième question qui se pose, c'est comment reconnaître les meilleurs sans démobiliser les autres. Parce que certes, une entreprise peut s'en sortir avec une minorité de gens ultra performants, mais que deviennent les autres? Et c'est là que nous avons commencé à réfléchir avec des clients à des solutions alternatives pour mener une politique de rémunération innovante. Une première piste, j'en ai trois, une des premières pistes que je peux mettre en avant, c'est une prime exceptionnelle de remobilisation collective. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin à la fois de motiver les meilleurs, mais vous ne devez pas désespérer le corps social. Et pour autant, si vous lancez une prime exceptionnelle, il faut que vous la financiez, parce qu'on est plutôt dans une perspective de maintien des budgets, voire d'optimisation de la masse salariale. Alors cette prime exceptionnelle, sous conditions de performance, à partir de KPI qui ont été décidés par la direction, mais avec un versement trimestriel, qui permet ainsi d'animer la performance par le biais du manager et de trouver finalement des bons indicateurs pour remobiliser l'ensemble du personnel. Donc une prime pour tous qui vient en contrepoint de mesures ultra ciblées. La deuxième piste qu'on a observée dans les entreprises et qui paraît intéressante, c'est l'attribution unilatérale d'actions. Il y a des entreprises qui n'ont quasiment plus de grains à moudre et de cash pour financer des rémunérations et qui se disent « je peux peut-être envisager une autre voie, associer les salariés au capital à travers une attribution d'actions unilatérales ». C'est une disposition de la loi Pacte qui est tout à fait récente, qu'on est en train de mettre en œuvre dans une entreprise de 200 000 salariés. Comment ça marche? On attribue la même somme qui est la contrepartie de part de FCPE. L'argent est bloqué 5 ans. Il y a des cas de sortie anticipés que vous connaissez, les 10 cas de sortie qui sont dans la loi. Et ça permet finalement de faire des salariés des actionnaires sans qu'ils aient déboursé 1 euro. Il n'y a pas besoin d'un versement volontaire pour que l'abondement soit versé pour que les salariés deviennent actionnaires. Ça, c'est assez intéressant. C'est une rémunération différée. C'est limité à 822 euros par an et par salarié d'après la loi. Et effectivement, ça nécessite de donner du sens à la prime, d'impliquer les managers et les relais dans cette communication autour de ce versement. On a une troisième piste qui a été mise en place par un de nos clients, une société très connue puisque c'est Suez. Jusqu'ici, les bonus, on les verse en 2021 au titre de 2020, par exemple. Et comme en 2020, eh bien, les résultats sont plombés, on risque de verser en 2021 des bonus quasiment ridicules.
Donc, une idée qui est maintenant mise en place est de verser le bonus l'année de la performance. Donc, verser en 2021 le bonus au titre de la performance 2021, en 2022 le bonus de la performance 2022. Et ça, c'est assez intéressant. Ça revient à faire un premier versement en juillet, un deuxième versement à la fin de l'année avec une régularisation du trop perçu si nécessaire. Avec une communication très, très forte, très, très ciblée, et pour mobiliser les managers dans le monde entier. C'est une innovation, c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, par rapport à ces pistes qui, pour moi, présentent de l'intérêt de sortir des sentiers battus, on est là pour vous aider à finalement faire le bon choix. Première chose, faire un audit flash des rémunérations. 3 axes, compétitivité marché, équité interne, performance. Se tenir prêt avec des interviews des dirigeants pour bien comprendre quels étaient les enjeux de performance, quels sont leurs enjeux de performance liés au marché pour sortir de la crise. Trouver les bonnes solutions pour mettre en place ces solutions à la rentrée, avec l'espoir qu'on pourra revenir à des conditions économiques plus normales quand la vaccination sera terminée. Et à ce moment-là, il ne faut pas louper le moment de la reprise. Et il faut remobiliser le corps social tout en dynamisant les meilleurs d'entre eux, les plus performants. C'est un peu ça le sens de ce qu'on vous propose. On le fait en ce moment déjà avec des entreprises. Finalement, un audit flash, ça permet de savoir en étudiant à la fois les éléments de paye, les accords d'entreprise, tout ce qui peut être finalement économisé parce que ce sont des dépenses qui sont trop généreuses par rapport à la convention collective ou qui sont trop généreuses par rapport au marché, pour les recentrer vers des mesures de rémunération plus dynamiques, plus porteuses, plus motivantes et qui parlent davantage aux salariés. Donc, je suis convaincu que si 2021 est l'année de tous les dangers pour la rémunération, c'est aussi l'année de toutes les opportunités. Et je vous invite, puisque mon temps est très court, à oui, pardon, je devance Léopoldine. Désolée, Rodolphe, je vais être obligée de des questions avant d'être voilà. coupée. Voilà. Exactement. Peut-être qu'on peut prendre une question de l'Assemblée. Merci beaucoup, Rodolphe, pour ton partage. Est-ce qu'on peut prendre une question de l'Assemblée? Alors, il y en a peut-être une là déjà qui est tombée que je te partage. Est-ce que tu as évalué l'impact réel du levier financier dans la fidélisation des plus jeunes, donc des générations Y et Z? Alors, c'est un peu un paradoxe. Les jeunes veulent du sens et ils veulent de l'argent. Donc, il ne faut pas croire que parce qu'ils sont idéalistes, ils ne veulent pas d'argent, et il ne faut pas croire non plus qu'en leur donnant de l'argent, on les satisfera. Ils veulent aussi pouvoir comprendre ce qu'ils font, pourquoi ils le font, avoir des expériences riches et variées, mais pour autant, ne rêvons pas, ça peut très très vite grincer s'il n'y a pas le levier financier derrière. Tu nous dis finalement que l'argent ne fait pas le bonheur, Rodolphe? Je dis que l'argent ne fait pas de bonheur, mais il ne faut pas que l'argent, voilà, c'est l'éternelle question qui se pose dans les politiques de rémunération. Et la reconnaissance n'est pas que monétaire, mais elle est quand même monétaire. Ok, eh ben, écoute, merci beaucoup Rodolphe pour ton partage. Ce que je vous propose, c'est de continuer sur la séance de ce matin, et peut-être Rodolphe, si tu as la chance de rester avec nous derrière, tu seras sûrement dans une salle de networking pour continuer l'échange si certains d'entre vous souhaitent continuer avec Rodolphe. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Passons à la séance de networking. Donc, nous avons à cœur à chaque fois de laisser du temps pour vous connaître. Donc, voici venu le temps de l'interview entre Philippe Vivien et Gilles Mollard. Alors, Gilles, vous êtes bien avec nous? Philippe, est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Oui, absolument, je suis là. Sur votre iPhone. Oui, absolument. Je suis désolé, j'avais des soucis sur le laptop. Non, mais encore merci d'être avec nous ce matin. Donc, je vais d'abord laisser Muriel présenter Gilles et Philippe. Et ensuite, on va laisser l'Assemblée poser une ou deux questions, peut-être une question, qui vous viendrait naturellement. Donc, une question. Et sinon, on enchaînera directement avec les joutes. Donc, voilà, je laisse la parole à Muriel. Alors, prédestiné à faire pousser un monde meilleur très tôt, il a planté ses graines vraiment très jeune. Chef de produit chez Bongrain, il insuffle et innove en relançant notre bonheur quotidien. Caprice des dieux, caprice à deux. Il occupe tous les postes clés dans la grande distribution de toutes les enseignes, ou en tous les cas de très nombreuses enseignes, DRH, DAF, marketing, exploitation, j'en passe et des meilleurs, en France et à l'international.
La jeune plante pousse très vite et c'est chez Toys R Us qu'il gagne entre autres le trophée du DG e-commerce dès 2011. Je tenais à le souligner parce que très en amont de ce qui se produira plus tard et pense déjà omnicanal. 9 ans plus tard, il rejoint Truffaut en tant que président pour mettre de la vie dans nos vies, me disait-il il y a quelque temps. Il nous fait rêver à Noël dans ses magasins, il enchante tous nos jardins, il inscrit et incarne la raison d'être. Connecter les femmes et les hommes à la nature pour les connecter à la vie. Merci Gilles, beaucoup de nous offrir de ton temps. Et puis, bien sûr, Philippe, tout le monde le connaît, mais quand même, Philippe, j'ai été un petit peu fouillée un peu plus loin que ce que l'on connaît pour se dire que finalement, depuis le début, tu es un homme passionné par le monde de l'entreprise. Et Dieu sait si la suite va nous le prouver. Tu as été inspiré dès le départ par l'innovation sociale et ce qu'elle peut produire comme impact. Tu as toujours agi pour faire bouger les lignes, du social, du management, mais globalement du leadership, pour contribuer avec impact à la transformation des entreprises. Mais je ne savais pas à quel point ça avait démarré très très tôt. DRH de Framatome, puis vice-président DRH, membre du comité exécutif, VP DRH et communication chez FCI, DRH exécutif chez Areva, président de la GIRC, élu DRH de l'année en 2010, ancien membre de HR 50, je ne le dis pas en anglais Philippe, à New York City, contributeur à l'ouvrage Behind the Boss, co-rédacteur auprès du ministre de l'Emploi, Jacques Attali, enseignant également à la SAS Master RH et engagé, et ça c'est vraiment un point commun que vous avez avec Gilles, et il n'y a jamais de hasard aux choses. Tous les deux, vous êtes très engagés depuis votre plus jeune âge sur des sujets de l'intérêt général, des autres, de l'empathie, et ça se joue dans des associations, dans des engagements que vous avez tous les deux. Et Philippe, entre autres, auprès de FACE et pour la diversité, aujourd'hui vice-président d'Alixio. Je suis vieux quand j'entends tout ça. Mais tout ça, ça s'est fait très rapidement pour Gilles et Philippe. Merci en tout cas, Muriel. Ah ouais, c'est top, Muriel. Bon, écoutez, ce que je vous propose pour que l'Assemblée vous connaisse encore mieux, mais qu'on fasse les choses de façon un petit peu différente, je vais vous proposer de répondre de manière flash à 3 questions tirées au hasard. Alors, comme on n'est pas en physique et je ne peux pas ni demander ni jouer la main innocente, je vais vous demander de choisir parmi un certain nombre de nombres. Donc, Gilles, je vais vous laisser la primauté. Est-ce que vous pouvez me donner un chiffre entre 1 et 13 ? 9. 9. Alors, la question est, qui a le plus compté dans votre vie professionnelle ? Je réponds ? Oui. J'ai eu deux mentors importants. Le premier, je peux le nommer, c'est Philippe Pose, que j'ai croisé il y a très longtemps quand je suis rentré dans la distribution chez Comptoir Moderne. Et c'est Philippe Pose qui m'a proposé de switcher du marketing pour devenir DRH, alors que je n'avais aucune formation dans le domaine. Mais le groupe, à l'époque, souhaitait implanter des DRH dans 4 de ses filiales et voulait switcher entre 2 issus d'une formation DRH et 2 qui n'étaient pas issus d'une filière DRH, mais avec, entre guillemets, des talents de communication pour embarquer les équipes. Et on m'a proposé donc de devenir DRH. Et je dois dire que ça a été hyper formateur pour la carrière, pour la suite. Et c'est important d'avoir cette mentalité de pouvoir faire des mutations horizontales à des salariés et à des collaborateurs. Donc, Philippe Pose a été un de mes mentors, avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs. Donc, voilà pour l'une des personnes qui a compté dans ma carrière professionnelle. Le deuxième mentor, c'est un groupe de personnes, c'est la famille, puisque j'ai embarqué là aussi toute la famille pendant 10 ans dans 5 pays différents. Des enfants, on est parti de France, ils avaient entre 4 et 12, ils sont revenus avec 10 ans de plus. Voilà, donc c'est des moments très importants, à la fois personnels et aussi professionnels, bien sûr. Merci beaucoup pour votre réponse. Philippe, à vous. Donc, choisissez un chiffre. Moi, je n'ai pas le droit de répondre à la même question. C'est dommage parce que j'avais eu le temps de réfléchir. Alors, je vais vous poser une autre question. Et puis, si vous ne l'aimez pas, vous répondez à la première. Oh, ben non, je ne me permettrai pas. Il y en a qui ont de la chance, ils ont le choix. La 3. Alors, la 3. Quel livre ou quel film vous a le plus marqué ? Quel livre ou quel film vous a le plus marqué ? Oh, mon Dieu. Alors,
quel livre? Allez, je vais commencer par un livre. Je vais te donner 2 livres. Le premier qui est le livre qui explique, je crois, le mieux tout ce qui est notre métier de transformateur, négociateur, tout ce qui fait le sel de la discussion, qui fait qu'on arrive à obtenir des choses de manière positive et qu'on arrive à trouver des solutions. Et ce bouquin, c'est un bouquin qui m'a vraiment été donné par un de mes premiers patrons, qui s'appelle Saint-Germain ou la négociation. C'est le prix Goncourt 58, prix Goncourt étranger 58, qui a été écrit par un général belge. Donc, vous voyez, tout ça, ça n'a ni queue ni tête. Hein. Prix Goncourt étranger 58, Saint-Germain et la négociation, général belge. Et ben, moi, c'est le livre que je donne à tous mes étudiants depuis des années. C'est la façon, pendant la guerre de 100 ans, pendant laquelle les catholiques et les protestants, et les huguenots, on va dire les choses simplement, négociaient. Et il y a tout dedans. C'est une leçon de vie qui, évidemment, est un roman qui vaut bien mieux que tous les bouquins de management ou de direction des achats. Il y a Didier Gobi qui est là, on a bossé ensemble il y a quelques années. J'aurais dû te l'offrir, Didier, et tu peux toujours le trouver. Mais ça, c'est vraiment un livre qui, pour moi, au plan professionnel, a été un livre vraiment de référence. Et puis après, comment dire, les livres, j'ai envie de dire, c'est tous les livres. Il n'y a pas un livre qui m'a plus passionné. Je pourrais vous en citer des dizaines. C'est vraiment j'ai la chance d'avoir eu des parents qui m'ont permis d'avoir des bouquins. J'étais à la campagne. Hein, je reprends mon village aujourd'hui. Dans ma ville où je suis né, il n'y a plus une librairie. C'est quand même un sujet. Et c'est vraiment tous les bouquins que j'ai pu lire avec quand même, j'avoue, une nostalgie absolue pour Alexandre Dumas. Parce que ça a quand même je pense que ça m'a vraiment fait rêver. Eh bien, merci beaucoup pour votre réponse, Philippe. Gilles, à vous à nouveau, donc un chiffre entre 1 et 13, en dehors du 3 et du 9. Le 5. 5. Si vous pouviez revivre un moment de votre vie, ce serait lequel? Oula, si je pouvais revivre un moment de votre vie. Ça serait peut-être la période de l'adolescence, dans le sens où j'ai des parents qui sont agriculteurs, donc j'ai passé toute ma jeunesse jusqu'à 18 ans en Savoie à la ferme, donc travaux d'été, travaux d'hiver, ce qui m'a empêché de faire du sport, qui était une de mes passions, et j'aurais bien aimé faire une carrière, entre guillemets, dans un sport. Plutôt le rugby à l'époque. Mais voilà, l'autre regret que je pourrais avoir, c'est aussi la musique. J'adore la musique, mais je ne sais absolument pas en jouer. Donc peut-être qu'à la retraite, je m'y mettrai. On verra. Voilà. Donc c'est plus, si je pouvais revenir en arrière, j'aimerais pouvoir concilier les deux, c'est-à-dire d'être à la ferme, mais aussi de faire des activités qui m'auraient permis de voir d'autres choses à ce moment-là de ma vie. Très bien, merci beaucoup, Gilles. Philippe, à vous. Donc, un autre chiffre entre 1 et 13, en dehors du 3, du 5 et du 9. Le 1, on va rester dans les chiffres impairs. J'ai l'impression d'être au loto. Mais ouais, mais tu le fais très bien, tu sais. Alors, Philippe, qu'est-ce que vous emporteriez sur une île déserte? D'abord, je n'ai pas du tout envie d'aller sur une île déserte. C'est ma première réponse. Qu'est-ce que j'emporterais? Je ne sais pas, très honnêtement. Vous pouvez changer de question si vous n'avez pas la question. Non, qu'est-ce que j'emporterais? Quelque chose qui puisse Noël me maintenir dit non, en ligne. on ne change pas. Non, je ne change pas. Il n'y a pas de raison. Ce que j'emporterais, c'est quelqu'un qui me permettrait de ne pas être sur une île déserte, justement, de garder un lien avec le reste du monde. Honnêtement, je pense que je deviendrais fou. Donc, j'ai vraiment besoin de trouver. Ce que j'emporterais, c'est la lampe magique. Ouais, c'est ça, c'est la lampe magique que j'utiliserais pour ne pas perdre le fil du rapport au monde. Merci beaucoup. Gilles, je vais vous proposer de choisir maintenant entre 1 et 6. Entre 1 et 6. Alors, moi, pour l'île déserte, j'emporterais un Opinel multifonction parce que c'est savoyard, ça sert à faire plein de choses. Entre 1 et 6. Le 2. 2. Est-ce que pour vous, la chance existe? Oui, la chance existe. Il suffit de la provoquer. Et donc, d'être volontariste par rapport à ça. Voilà. OK. Philippe, à vous, entre 1 et 6?
Je vais rester dans les impairs. 3. Un mot pour résumer votre quotidien de dirigeant. Passionnant, passion. Aussi simplement que ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une question de l'Assemblée avant de passer aux joutes oratoires? N'hésitez pas, les dirigeants sont là pour vous, pour répondre à vos questions aussi, vos remarques, vos commentaires. Bon, bah écoutez, je vais vous proposer de continuer. Donc, vous allez tester avec nous une nouvelle forme d'interview. Donc, c'est la première fois qu'on le fait. Vous avez eu la gentillesse de sauter avec nous dans ce grand bain-là. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à le faire qu'on a eu à le préparer avec Muriel et Amélie. Donc, on va tirer au sort un sujet, donc là, qui est une joute oratoire. Et vous allez devoir décider qui fait pour et qui fait le contre. Donc, vous aurez chacun 2 minutes pour tenir votre proposition et argumenter. Les règles, est-ce que déjà les règles sont claires pour vous deux, Gilles et Philippe? Oui, oui. Oui, parfait. Donc, on a 6 thèmes à vous proposer. Donc, pareil, je vais vous proposer de tirer un nombre entre 1 et 6, celui qui veut. Allez, 3. Pour ou contre, alors, écoutez bien le thème, et le premier qui dit pour ou contre gagne la tenue qu'il veut avoir, la position. Pour ou contre, une rémunération fixée sur l'engagement des équipes. Oui, pour. Donc, Gilles prend pour, et Philippe prend Gilles contre. Pour, moi contre. Voilà, et comme Gilles a demandé pour au départ, c'est Gilles qui va commencer. Donc, Gilles, vous avez vous pouvez prendre quelques secondes si vous voulez pour écrire vos arguments sur une feuille ou commencer directement. On va commencer directement, autant sauter à Allez-y. suite, puis on va rebondir sur l'intervention de tout à l'heure, sur la partie de rémunération. Engagement des équipes, déjà, c'est un postulat de base, je dirais, pour faire avancer une entreprise. Donc, d'avoir des équipes à la fois engagées sur leur métier, ce qui veut dire passionnées par ce qu'elles font, qui viennent dans une entreprise parce qu'il y a du sens autour de ce qu'elles font, et pas simplement pour remplir 8 heures ou 7 heures par jour. Engagées aussi dans une logique de durabilité. Donc là, on retrouve les thématiques environnementales et de responsabilité sociale. Donc après, sur la partie rémunération, 100% en faveur d'une rémunération qui soit individuelle et non pas générale. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, une rémunération qui soit liée d'une part à des engagements collectifs. Et là, on retrouve une notion d'engagement collectif. Et puis une rémunération qui soit liée au site d'appartenance, ce qui est très très fort dans la distribution. Ce que j'entends par là, c'est que, et c'est ce qu'on vient de mettre en place d'ailleurs tout récemment avec un nouvel accord d'intéressement et un nouvel accord de primes variables, les salariés sont, pour les employés appartenant des magasins, motivés sur des engagements collectifs de chiffre d'affaires tous les mois. Ensuite, il y a des primes variables qui sont liées à des engagements sur le semestre. Et ensuite, un accord d'intéressement qui est lié, lui, à des engagements sur l'année, des engagements qui sont à la fois quantitatifs et économiques, parce qu'il en faut pour faire une entreprise et rebondir et investir, mais aussi, et c'est une nouveauté chez Truffaut cette année, un quatrième engagement qui est un engagement RSE, qui va concerner là aussi un engagement de toutes les équipes. Donc, oui, sur une rémunération liée à l'engagement, oui, sur une rémunération individualisée. Merci à vous, Philippe, pour tenir le contre. Bon, je vais être très direct. Je vais pousser l'inverse de ce que je pense, mais je vais le pousser avec la même passion que si je le pensais. Voilà. Bon, alors d'abord, moi, je suis totalement contre. Je suis totalement contre parce que c'est trop facile. C'est trop facile de payer les équipes sur leur engagement. D'abord, est-ce que c'est leur engagement personnel? Est-ce que c'est la réponse à des engagements de l'entreprise? Déjà, la question n'est pas très claire. Alors moi, quand une question n'est pas très claire, je me mets en contre pour obliger celui qui la pose à la développer. Et si on doit payer, je dirais, sur l'engagement, j'ai envie de dire, le seul qui doit être payé sur l'engagement, c'est le dirigeant. Parce que ce qui est important, c'est la façon dont le dirigeant va engager ses équipes et non pas la façon dont les équipes sont engagées. Je pose le principe que les équipes sont engagées si le dirigeant a réussi à les engager. Donc pour moi, si je pousse mon raisonnement au bout, ceux qui doivent être rémunérés, je dirais, sur la base de leur engagement, c'est les dirigeants. Ceux qui fixent
les règles, les lignes, le cap, ceux qui donnent le sens, c'est ceux qui donnent la vision. Eux, il n'y a pas de débat. C'est là-dessus qui doivent être, je dirais, qui doivent être rémunérés. Pour le reste des équipes, moi, je dirais, est-ce que si les engagements, si le dirigeant a réussi à engager les équipes doivent être payées sur une sorte de performance harmonieuse. L'engagement, c'est un côté, on se fait mal, on s'engage. Bon, non, il faut que ce soit une performance harmonieuse. Et puis après, il y a un sujet, c'est à partir de quand on est en situation de surengagement, à partir de quand la rémunération devient le salaire de la peur, à partir de quand on commence à changer de damier, on commence à passer du mauvais côté de la force. Et voilà, et bien que je ne crois absolument pas à tout ce que je viens de vous dire, j'ai essayé de le dire avec passion et talent, parce que non, je pense que oui, l'engagement c'est évident, mais attention, c'est trop facile. Je trouve que là, c'est trop facile. Et je vois des petits mots disant Philippe est totalement à contre-emploi, c'est assez juste, mais voilà, c'est attention, oui sur l'engagement, oui sur l'engagement des dirigeants, son engagement personnel, sa capacité à engager sur les équipes collectives et individuelles et sa capacité à fixer des caps d'engagement. Pour les autres, on peut vraiment se poser la question. Donc, comme on peut se poser la question sur une partie de la question, ma réponse est non. Merci beaucoup, Philippe. Une question qui vient de l'Assemblée pour vous deux. Comment est-ce que du coup on mesure l'engagement ? En termes de rémunération ou l'engagement au sens large du terme? En sens large du terme. Parce que Comment on sait qu'une personne est engagée? Exactement. À quoi déjà, il y a le premier point, c'est de pouvoir développer dans une entreprise des baromètres internes. Nous, on en fait un tous les 2 ans. Ça permet aussi de voir la capacité des gens à se projeter dans une entreprise, la capacité d'engagement qu'ils ont par rapport à une entreprise. Donc ça, c'est un point important. Il faut le faire de manière régulière et puis de manière assez transparente, en incitant les gens à s'exprimer. Donc ça, c'est une première notion d'engagement. La deuxième, pour vérifier l'engagement des salariés, c'est quand on lance, par exemple, des engagements forts, un plan RSE. Nous, on a un plan qu'on a appelé le plan du bicentenaire 2024. C'est quand on fait un appel aux volontaires, on a une centaine de personnes qui lèvent le doigt et qui sont prêtes à s'investir pour diffuser, porter les messages au sein de l'entreprise. Donc, la mesure de l'engagement, elle ne se fait pas systématiquement et uniquement au travers d'une rémunération. Elle se fait aussi au niveau des actes et au niveau de la spontanéité que peuvent avoir des salariés dans une entreprise. Je partage vraiment tout à fait. Et j'aime bien ton mot spontanéité. Je pense que c'est vraiment ça l'enjeu. Si c'est simplement un engagement tiré ou contraint ou purement vénal, pour le dire d'une autre façon, ce n'est pas de l'engagement. L'engagement, j'ai envie de dire, c'est ce qui fait l'effort qui sort du transactionnel. On n'a pas besoin d'être dans le transactionnel pour être dans l'engagement. Tout à fait. Et on a vécu des moments très forts au niveau du Covid, puisqu'on a décidé de fermer nos magasins à un moment donné parce qu'on n'avait pas l'obligation de le faire, mais on a pris la décision de le faire par rapport à l'aspect sanitaire. Et l'engagement, moi, un événement qui m'a fortement marqué, c'est que le jour où on a décidé de fermer, était 10h du matin, à midi, tous les animaux, chiots, chatons, perroquets, etc., qui ne pouvaient pas rester en magasin fermé, ont été tous pris par des salariés, sans qu'on demande quoi que ce soit. On n'a même pas eu besoin de lancer une opération. Tous ces animaux sont restés chez les salariés aujourd'hui, ils les ont tous pris et gardés. Donc, c'est fantastique. C'est fabuleux. Fabuleux. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons d'autres questions qui arrivent? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'Assemblée, les dirigeants de transition, les personnes avec nous ce matin qui veulent poser une question? Léopoldine, quelqu'un d'autre a posé une autre question sur comment différencier engagement et performance. Je ne sais plus qui l'a posé. Elsa Lévy. Voilà, Elsa. Gilles, Philippe, comment est-ce que vous arrivez à différencier engagement et performance? Ça peut ne pas avoir grand-chose. Ça peut ne pas avoir grand-chose à voir. Il y a des gens qui peuvent être extrêmement performants avec un niveau d'engagement pas très élevé, soit parce qu'ils sont doués, soit parce qu'on n'a pas fixé le bon niveau d'objectif, soit parce qu'ils jouent des matchs qui sont trop faciles à jouer. Et c'est ça aussi qui est important dans le management, c'est être capable en permanence de refaire le point pour se dire
c'est quoi l'extra mile, quoi? C'est quoi ce petit effort? Moi, j'ai souvent, avec mes enfants, utilisé la notion du petit effort quotidien. C'est quoi ce petit effort complémentaire qui va nécessiter ou qui va traduire cet engagement? Je crois que c'est ça vraiment le sujet. Après, je vous dis, on peut être très performant en faisant très peu, mais ça veut dire qu'on peut faire plus. Alors, est-ce que je suis satisfait de moi-même et est-ce que mon manager est satisfait de moi-même si je fais très bien, très vite des choses, mais que je peux en faire beaucoup plus? Je pense que c'est pas une bonne équation. Je partage complètement. Non, je partage complètement cet aspect-là. Il n'y a pas de lien direct de cause à effet entre l'une et l'autre. Ce qu'il faut, c'est de trouver le point d'équilibre et chaque personne se doit aussi de le trouver elle-même par rapport à ses capacités, à aller vite. Certains, des fois, vont trop vite. Moi, mon adage en termes de management, je préfère freiner les gens plutôt que d'avoir à les pousser tous les matins. Voilà, mais complètement d'accord avec ce que vient d'évoquer Philippe. Une autre question qui arrive, c'est par rapport au manager de transition. Est-ce que vous attendez du coup, en tant que dirigeant d'entreprise, qu'il ait un niveau d'engagement supérieur à la moyenne? Par principe, non. Pourquoi? Enfin, il y a un niveau d'engagement qui doit être celui qu'on attend d'un manager de transition quand on le fait venir et intervenir dans une entreprise. Après, moi, là aussi, je rejoins ce qui a été évoqué tout à l'heure en termes de recrutement, que ce soit un recrutement classique ou un recrutement d'un manager de transition. Moi, ce que je vais surtout vérifier, c'est la personnalité, c'est le fit avec une culture et des valeurs d'entreprise, bien avant la notion d'expertise, de carrière ou de cursus. La capacité aussi à la personne à s'intégrer dans une entreprise de cette façon-là, pour faire partie d'un collectif qui va travailler en mode collaboratif pour faire évoluer un dossier en intégrant dans ce collectif quelqu'un qui est externe de l'entreprise et qui est le manager de transition. Donc, Non, mais pareil. Enfin, après, ce qui est clair aussi, c'est que le manager de transition arrive souvent à un moment, comme on dirait en mathématiques. Il arrive à un moment qui est par définition rarement un moment faible, si on reprend une image de sport. Il arrive souvent sur un temps fort. Et donc, il faut qu'il soit au rythme du temps fort. C'est aussi simple que ça. Et alors, du coup, comment est-ce que vous traitez le désengagement? Une autre question qui arrive, comment est-ce que vous traitez le désengagement au niveau du top management et du middle management? On les réengage. Vas-y, non, vas-y, Gilles, vas-y. Comment on traite le désengagement? Oui. Je veux dire, c'est normalement quelque chose qu'on devrait sentir en amont. Ce n'est pas quelque chose qui peut tomber du jour au lendemain, enfin, je ne pense pas. Donc après, c'est le rôle du manager d'anticiper ça, de se rendre compte de ça, de le sentir, de le voir venir et puis d'en parler. Donc après, il peut y avoir différentes raisons à ce désengagement. Il peut y avoir des raisons très personnelles, il peut y avoir des raisons professionnelles, il peut y avoir des raisons de mésentente avec certains collaborateurs, un mal-être par rapport à une rémunération, il peut y avoir plein de choses. Mais pour moi, c'est vraiment l'essence même du management que de se rendre compte de ça avec ses collaborateurs. Donc après, pour réengager, tout dépend de la cause. On mettra des solutions claires par rapport à cette cause. La réponse ultime pouvant être, si vraiment il y a des engagements et point de rupture, une séparation. Non, mais je pense que c'est très juste ce que tu dis. Faut avoir le courage d'aller au bout. Faut avoir le courage d'aller au bout de la prise en compte de la situation, de la discussion. Moi, ce qui me frappe, mais depuis déjà très longtemps, c'est qu'il y a deux sujets qui poussent vraiment. Alors, j'enlève les sujets perso, hein, c'est évident, ils sont ce qu'ils sont. Mais si je reviens à l'entreprise, il y a deux sujets pour moi qui sont très, très forts en matière de désengagement. Le premier, c'est la complexité. C'est à force d'avoir mis en place des organisations qui sont quand même extraordinairement complexes, avec des matrices, et elles sont nécessaires, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas les mettre en place, mais la complexité a fait perdre des points de repère, et une fois que j'ai perdu mes points de repère, comme dirait l'autre, une fois que je suis paumé, je me désengage, quoi. Soit je me désengage parce que je me cache, parce que je me planque, parce que j'y arrive plus, parce que je comprends plus, soit je me désengage parce que même si quand je veux faire bouger les choses, je me tape dans les murs.
Et ça, je crois que nous, en tant que dirigeants, on a un rôle important à jouer par rapport pour vraiment prendre conscience de la complexité que nous-mêmes on génère. Et deuxième point, je dirais sur le désengagement, mais qui est lié au premier, c'est ces sentiments d'essoufflement et d'incapacité à bien faire son travail. Et ça à tous les niveaux, pas que les dirigeants. Souvent, les salariés sont désengagés parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas les conditions, ils n'ont pas oui, c'est ça, les moyens de bien faire leur travail. Alors, c'est parfois, il faut le dire les choses aussi, un prétexte, un motif, une excuse, mais c'est aussi souvent vrai. Et comme on est, je crois et je crains, trop souvent, trop loin de nos salariés sur le contenu de leur métier, sur ce qu'ils font vraiment, on ne le voit pas. On ne le voit pas assez vite. Et après, le désengagement peut partir très vite. D'où l'importance d'ailleurs du challenge qui nous attend, enfin, qu'on a déjà pas subi, mais qu'on a vu accélérer fortement, c'est les modes et les cadres de travail liés au télétravail. À titre d'exemple très factuel, nous, on avait lancé le télétravail chez Truffaut en janvier l'année dernière. Bon, donc, on s'est pris le tsunami du Covid et on a basculé avec des salariés qui au départ voulaient un jour ou deux par semaine, ça suffira. Et puis finalement, au retour du premier confinement, les gens nous disaient 4-5 jours chez moi, finalement, c'est bien. Et donc, il faut arriver à gérer ça, à gérer l'éloignement et à faire en sorte que des gens qui sont éloignés soient encore plus proches les uns des autres. Et ça c'est un beau challenge à régler et à gérer. Ce qui implique aussi des notions de confiance, de capacité aux gens à faire les choses, comment on suit si les choses sont faites ou pas faites à distance, etc. etc., etc. Non, mais Merci beaucoup. l'engagement post-crise sanitaire va être un vrai sujet. Ça va être et là, j'avoue, je dois être un peu ringard parce que tout ce que j'entends aujourd'hui sur le 100% de télétravail, sur des trucs comme ça, je vais être très direct, me fout la trouille. Complètement. Et si vous me permettez une mauvaise image, l'image que j'utilise très souvent en ce moment, c'est la suivante, c'est de dire les seuls business qui ont 2000 ans, il y en a quelques-uns, ils ont 4 caractéristiques. Ils ont un grand livre, l'histoire. Voilà, l'histoire qu'ils ont envie de projeter sur le monde. Ils ont une deuxième caractéristique, c'est des gens qui les incarnent de manière très différente en fonction des livres. Ils ont une troisième caractéristique, c'est des maisons de famille. Et ils ont une quatrième caractéristique, c'est les devoirs à la maison. Et je crains que s'il n'y a plus de maisons de famille, ces entreprises, ces lieux qui sont des lieux de rituel, qui sont des lieux où on accueille des clients, qui sont des lieux où on travaille ensemble, on ait du mal à faire des devoirs à la maison. Et ça, je crois qu'il faudra vraiment que, aujourd'hui, quand on parle de télétravail, on parle beaucoup de confinement. Qu'est-ce qu'on veut, jusqu'où on veut aller, c'est quoi, c'est ce que disait Gilles, c'est quoi le bon équilibre. Et là encore, ce sera intéressant dans 2-3 ans de voir ce qui aura été écrit sur engagement et performance, télétravail, pas télétravail, travail hybride, travail dans des lieux de coworking. Il y a un truc à recréer. Il y a vraiment quelque chose à recréer. Et d'autant plus important dans les entreprises de distribution avec un réseau, avec des salariés en magasin qui, eux, sont dans des logiques de polycompétence. Et donc, c'est une autre problématique forcée pour répondre à la demande qui est très chaotique. Et puis, des sièges sociaux qui deviennent complètement vides avec 10 à 20% des salariés. Et ça, pour être de façon triviale, certains jours, quand on arrive au siège avec 10% ou 20% des salariés, ça fout un peu le bourdon, quoi. Et donc, on se dit comment, effectivement, réincarner ça, comment faire de ces sièges sociaux des lieux de vie, ce qu'ils ne sont plus aujourd'hui. Bien, écoutez, merci beaucoup pour vos partages, pour vos arguments, pour avoir tenu des positions qui n'étaient peut-être pas exactement les vôtres. Un grand merci pour d'avoir testé ça avec nous. Peut-être avant de vous quitter, parce que je sais que tous les deux, vous avez des engagements à 10h, voire même un peu avant 10h. Peut-être une dernière question. Quelle graine est-ce que vous voulez semer en 2021 ? Juste un brin de joie, un brin de savoir saisir les petits bonheurs et faire en sorte que tout ça se mette, allez, qu'on tombe pas dans ce pessimisme ambiant qui risque encore de continuer. Et si on est capable tous de porter cet optimisme, on va y arriver, quoi. De toute façon, on n'a pas le choix. Moi, plusieurs graines. La première, en tant que jardinier, c'est continuer à en vendre pour que les gens continuent à en planter et que ça puisse pousser de manière toute simple. Donc ça, c'est plus le côté Truffaut et professionnel. Le deuxième, partager
plus qu'il ne faut, une conviction que j'ai, c'est de rester complètement optimiste par rapport à la situation ambiante. Et je reprends depuis des années, et surtout depuis que je suis chez Truffaut, une très belle profession de foi de Matisse qui disait « il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir ». Et je pense que des fleurs, il y en a vraiment partout pour qui veut bien les voir. Donc, c'est ça le message, moi, que je souhaiterais diffuser. Et puis après, dernière petite graine à titre complètement personnel, ma fille est chef de restaurant. Elle veut monter son restaurant et j'espère bien l'accompagner pour lui faire ouvrir ce restaurant malgré l'adversité actuelle. Et je vous donnerai l'adresse quand ça sera ouvert. Avec grand plaisir. Et on viendra. Bien, écoutez, merci beaucoup pour votre temps.